Bien, bienvenue. Alors oui, on se retrouve à deux avec Nicolas. Nous devions avoir le délégué général effectivement de l'événement qui malheureusement a eu un drame familial, donc il ne sera pas parmi nous. Pour autant, j'avais eu beaucoup à échanger avec lui également en préparation de ses travaux avant qu'on échange ensemble. On va faire un face à face. Okay. Mon cher Nicolas. On avait beaucoup échangé avec lui où il a beaucoup souligné l'évolution du secteur d'événementiel, parce que le secteur événementiel, comme nous le savons tous, a été indéniablement un des secteurs les plus touchés brutalement par la crise Covid, avec effectivement des phénomènes de reprise que tu nous reparleras d'ailleurs, qui ont été séquencés. Mais pour autant, il y a eu aussi beaucoup de transformations. Le digital est venu, donc effectivement, s'infiltrer énormément dans ce secteur d'activité. Et puis peut-être aussi un changement de paradigme un peu dans la façon de communiquer les événements ou de les tresser. Moi, pour ma part, j'ai une petite requête à te dire. Moi, j'étais assez frustré par, effectivement, l'accompagnement des acteurs de l'événementiel en période Covid. Donc je me suis dit, mais bon sang, l'événementiel ne se réveille pas. On ne peut plus communiquer. Nous, à l'Observatoire, les événements, c'est un élément important. Ils ne nous inventent pas de solution. On a été un peu embarrassés par ça, un peu agacés par ça, d'ailleurs. Et on a vu qu'un certain nombre d'acteurs, dont tu fais partie, ont eux-mêmes véritablement travaillé différemment. On avait envie de t'entendre également, Nicolas, sur les sujets qui sont les tiens, au-delà du fait que comment tu vois, toi, ton métier, comment tu l'as fait évoluer. Tu étais venu nous voir il y a 4 ans, où tu nous avais présenté un événement assez remarquable pour un véhicule, dont je dirais le nom, qui a été assez marquant. Et tu souhaites marquer les événements. Et puis, chose importante, que je suis flatté d'accueillir la personne qui a gagné les Jeux Olympiques de 2024. Ouais. Alors, pas tout seul, Oui, non, mais tout seul. Par contre, c'est un beau signe, parce que c'est encore un conglomérat qui a été construit. Oui. C'est une association de compétences, si je comprends bien. Oui. C'est une association de compétences. On parle beaucoup depuis ce matin de partager les expériences. Et vous avez réussi, effectivement, vous avez gagné effectivement les JO de 2024. Je crois que c'est la cérémonie d'ouverture et la flamme, une partie. Et tu nous en parleras. Et on voulait déjà t'en féliciter parce que c'est super que tu sois. Donc, peux-tu nous situer le monde de l'événementiel tel que tu le lis? Moi, je reprendrai les éléments qui m'ont été communiqués par le délégué général de l'événement ensuite. Comment toi, tu le vis? Comment tu le vois se transformer? Comment tu le vois prendre une autre importance dans le monde des médiums? Et quelle est sa mutation et son rebond? Alors, déjà, merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie. Énormément de questions. Je vais essayer d'y répondre point par point. Le premier élément, c'est vrai que notre métier est un métier en mutation. Alors, on n'est pas les seuls à être en mutation, mais notre métier est en pleine transformation. La crise du Covid n'est pas l'élément déclencheur, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que, effectivement, la partie digitale au sens large, et plus précisément le fait que l'événement est aussi un contenu, c'est-à-dire que créer un événement ou une expérience, c'est aussi la possibilité potentiellement de créer un contenu et de diffuser ces contenus auprès de d'autres audiences ou différentes cibles. C'était déjà un sujet de transformation dans nos métiers avant la crise du Covid. Évidemment, la crise du Covid a accéléré ça, puisque pendant certaines périodes, nous n'avions plus la capacité physique de nous rencontrer, et donc on était obligé, effectivement, pour parler à nos différentes communautés ou à nos différentes cibles, de créer des contenus et de diffuser ces contenus, que ce soit en direct ou en différé, quelle que soit sa forme. Une fois qu'on a dit ça, quel est le métier aujourd'hui et quelle est la transformation du métier? Nous, ce qu'on constate chez W2, c'est qu'il y a encore 6-8 ans, on parlait beaucoup de l'événement en tant qu'expérience humaine, émotionnelle, qui existait à un instant T, et les notions d'émotion et de messages qui passaient en live pendant une expérience physique étaient très ressenties. Beaucoup d'agences communiquaient là-dessus. Aujourd'hui, on se rend compte que l'événement, c'est surtout la capacité à un instant T de créer quelque chose d'éphémère, et cet élément éphémère devient un contenu qui vit sur différentes plateformes. Ces plateformes sont sociales, beaucoup, mais elles sont aussi des plateformes médias. Et cette notion d'éphémère est une notion qui est extrêmement importante, parce que la consommation des médias, la consommation de la pub, la consommation des messages de communication a aussi changé. Et on voit bien, et on le fait nous-mêmes tous les jours,
on passe nos journées à capter différents messages, on a des temps d'attention qui sont très réduits et on est très attiré visuellement par des choses qui sont éphémères parce qu'on sait que ce qui se produit à un instant T a quelque chose de vrai, que ce quelque chose de vrai nous intéresse, qu'on est touché par ça, qu'on met de l'interaction là-dessus, qu'on interagit et ensuite on passe à un sujet suivant. Donc cette notion d'éphémère est très événementielle et intégrer cette notion d'éphémère dans notre réflexion de communication est un élément extrêmement important. Donc une fois qu'on a dit ça, comment effectivement les choses évoluent et se transforment. Tu parlais de l'événement qu'on avait présenté il y a 4 ans. Il s'agissait d'un lancement de véhicule, c'était plutôt le lancement d'une marque. Donc on a voulu effectivement créer une image et une expérience très forte. On avait recréé un circuit, enfin un anneau de vitesse plutôt, un circuit automobile sur un rooftop à Paris, et on pouvait découvrir et essayer ce véhicule sur cet anneau de vitesse sur le rooftop parisien. Forcément, c'est une image qui n'avait jamais été faite auparavant, c'est une première mondiale, l'image est extrêmement forte, pour autant l'événement est éphémère, mais naturellement, l'ensemble des audiences ont été très captées par cette image et par cette expérience. Et ils ont voulu vivre à travers ceux qui avaient la possibilité d'essayer, que ce soit des journalistes, des influenceurs, des amis de la marque, etc., vivre cette expérience. Et donc forcément, le reach de l'ensemble de cette action a très bien marché. Au-delà du fait que le choix du circuit n'est pas un élément fait au hasard, puisque c'est une marque sportive, etc., etc. Après, il faut que ça corresponde aussi aux valeurs de la marque et aux sujets qui doivent être passés. Alors, lorsque nous avons eu à préparer cet échange, donc effectivement, tu as fait part aussi d'un engagement très fort en matière de RSE. Oui. Je ne citerai pas donc la marque qui t'a consulté, sur lequel tu as été d'une exigence inouïe. Mais quelle est ta position? Alors on sait que le secteur événementiel a pris des engagements forts sur le sujet. Je crois que ce serait bien également que tu nous les rappelles. Et effectivement, et comment également toi, au sein donc de ton entreprise, donc les valeurs que tu portes, et là-dessus tu as été sans concession lorsqu'on a échangé en disant moi je ne vais pas travailler pour n'importe qui. Enfin, excuse-moi du terme, à partir du moment où ces engagements et ces valeurs ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Donc l'engagement qui est fait pratiquement au niveau de la profession. En général, j'en avais pas mal parlé avec Benoît qui devait être parmi nous ce matin. Il m'a dit de toute façon la profession là maintenant est totalement engagée. Voilà, alors il a tout à fait raison, la profession est engagée, il y a une norme ISO 20121, l'association de l'événement accompagne beaucoup les structures qui veulent intégrer et obtenir cette norme, donc il y a une vraie prise de conscience là-dessus, c'est évident, mais surtout, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on a une norme qui est concrète, réaliste, et qui nous permet d'avancer dans notre métier au quotidien. Cette norme, elle est basée sur un état des lieux et une évolution. Donc on la trouve intéressante, parce qu'effectivement, l'état des lieux permet en interne de voir et de comprendre où on en est, et effectivement de décider et de définir quels sont les éléments sur lesquels on est en avance et quels sont les éléments sur lesquels on est en retard. Donc cet état des lieux est extrêmement important. Il couvre énormément de sujets, mais les 3 gros piliers sont des piliers économiques, des piliers de développement durable et des piliers sociaux. Et ça, c'est nécessaire. Et ensuite, chaque année, on est audité sur l'évolution et la progression des différents sujets sur lesquels on a décidé d'agir. Donc, moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, au sein de CW2, c'est qu'on a défini tout un tas de points. Il y a des équipes qui travaillent, il y a des équipes qui sont en charge de certains sujets. Et jour après jour, opération après opération, on essaye d'améliorer notre manière de faire et d'accompagner nos clients. Vis-à-vis de nos clients, ça crée de la transparence. Alors, cette norme n'est pas basée que sur la notion de développement durable, c'est-à-dire d'économie de matière ou de gestion des déchets. Elle est liée aussi sur la relation économique qu'on doit avoir, qui doit être une relation plus saine, plus transparente, et ça aussi, c'est un élément de l'RSE qui est assez important. Et elle est liée aussi à l'aspect sociétal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a la capacité de travailler dans de meilleures conditions, travailler dans de meilleures conditions en interne, avec nos clients, avec nos prestataires, et l'ensemble de la chaîne décide effectivement de progresser sur cette partie-là, et ça c'est vraiment important. Moi ce que je trouve essentiel, c'est qu'il y a à la fois la partie développement durable qui est nécessaire, et on est tous concernés en tant que citoyens, il n'y a pas de sujet là-dessus, et on le sera de plus en plus, mais il y a aussi les sujets économiques. Une entreprise doit être rentable et en même temps elle doit être transparente sur sa capacité à faire de la marge brute, de l'EBIT et à réinvestir et à avancer et à progresser. Et puis il y a toute cette partie sociétale qui est extrêmement importante. On doit travailler dans de bonnes conditions, on doit s'épanouir, on doit trouver du sens dans ce qu'on fait. Et ça aussi, on doit avec les annonceurs développer cette partie-là et travailler dans le bon sens. Et c'est là où ça rejoint un petit peu ce que je te disais la dernière fois, c'est que les marques
les annonceurs ont parfaitement compris ce sujet-là, Oui. et il y a moins de tabous de parler ensemble de la nécessité de faire un événement comme ils l'entendaient par le passé, ou de la nécessité de faire telle et telle action. Est-ce bien nécessaire, quand on est une entreprise française, de réunir 600 collaborateurs à l'étranger, alors qu'on a la capacité de le faire dans notre pays, par exemple? Voilà, c'est une vraie question. Alors, ces questions-là, on se les pose, parce qu'au final, il n'y a pas que l'aspect festif du choix de la destination qui rentre en jeu, il y a aussi ce que ça crée du sens de le faire et est-ce qu'on n'a pas intérêt à le faire différemment. Je donne cet exemple qui est caricatural, mais en fait, ça concerne tous les sujets. Et ces sujets-là amènent plus de transparence aussi avec l'annonceur sur notre capacité à converser avec eux. Donc je trouve que sur la notion de lien, elle est aussi intéressante. Alors, je reprends quelques chiffres et peut-être ça nous permettra de nous projeter un peu sur 2023, parce qu'on aimerait bien se projeter un peu sur 2023. Moi aussi, j'aimerais bien. Donc, si vous avez des chiffres, je suis preneur. Non, mais j'ai essayé de partager avec Benoît là-dessus, et il me disait, voilà, aujourd'hui, il y a une étude client qui a été opérée, donc tu dois être au courant, parce que je sais que tu participes à ces travaux. Hein, donc, et aujourd'hui, donc pour essayer de voir un baromètre, hein, comment les annonceurs... Donc, 52% en hybride, 40% en présentiel, 6% digital. Alors c'est amusant parce qu'on a beaucoup parlé de digital ce matin, avec le digital qui captait la valeur, donc en fait l'ensemble de grands acteurs de la filière de la communication. Donc on voit bien que là, dans le monde de l'événementiel, visiblement, la part du digital est assez faible. Oui, mais... Alors, comment on doit l'interpréter ? C'était la question qui était prévue pour Benoît, mais voilà, j'aimerais bien que tu la décrives. Moi, je vais vous donner mon interprétation personnelle. De mon point, en tout cas, chez W2, le format hybride ou digital, c'est 100%. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de parole physique sans potentiellement une captation, quelle que soit sa forme, pour laisser une trace et diffuser un message de manière plus ouverte à d'autres populations. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, il y a certains sujets sur lesquels, effectivement, notamment sur les sujets de com interne, j'imagine des conventions, choses comme ça, où effectivement, on préfère encore rester sur des formats qui sont uniquement expérientiels. Voilà. Je pense que ça va continuer d'évoluer, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce format hybride, qui était un format qui existait déjà avant, n'a fait que s'accélérer. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau créatif, au niveau technique ou au niveau organisationnel, tout le monde réfléchit hybride. Voilà. Et on doit continuer d'avancer et de réfléchir dans ce sens-là. Merci. Ben écoute, est-ce que tu as, si tu avais une vision, un mot pour 2023, alors maintenant, est-ce que en une minute, tu veux dire, ça sera quoi l'événement des JO? Là, on est tous impatients parce que c'est toi qui les as gagnés, donc c'est toi qui as la clé. Alors moi, je suis impatient de savoir. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire beaucoup de choses parce que j'ai signé des clauses de confidentialité larges comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce qui est sorti dans la presse. Oui. Donc, effectivement, il y a une cérémonie d'ouverture qui a été décidée d'être réalisée en dehors du stade. Et ça, c'est une grande première. Donc, on est très, très fiers. Et quand je dis on, je ne parle pas de l'agence. Là, je parle de la France, l'ensemble des sportifs français, l'ensemble du comité d'organisation. Tout le monde est très fier d'oser faire un événement qui sort du cadre pour les JO qu'on accueille à Paris en 2024. Et ça, pour la profession, c'est effectivement une belle vitrine parce que ça montre que les opérateurs français et toute la partie artistique, elle aussi française, est capable de faire des choses qui sont complètement différentes. Après, le deuxième élément que je voulais souligner là-dessus, c'est que on est très content effectivement de participer à cette aventure, mais on a créé une sorte d'équipe de France pour participer à cette aventure. Ouais, donc on est plusieurs agences, l'ensemble des événements qui tournent autour de cette partie organisation, je parle de l'aspect communication évidemment, sont organisés par des agences françaises. Voilà, donc la French Touch du monde de l'événement est présent à Paris en 2024 et montrera, en tout cas j'espère, de manière forte et créative ce dont on est capable et comment et quelle est notre vision de l'événement en France. En tout cas, sortir la cérémonie du stade, c'est une grande première et on a hâte vraiment de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Eh bien, on n'en saura pas beaucoup plus. Ouais. Merci à toi, merci encore. Merci d'être venu nous rejoindre pour partager ce secteur d'événementiel.